Kadior Média, la chaîne du Kadior. Bienvenue sur Kadior Média, votre chaîne d'histoire et de culture. Avant de commencer, chers téléspectateurs, abonnez-vous. Chaque semaine, nous vous ferons voyager à travers l'histoire des grandes figures du Sénégal. Aujourd'hui, nous ouvrons cette série avec un géant, Léopold Sédar Senghor, poète, écrivain, penseur majeur de la négritude, mais aussi premier président de la République du Sénégal. Un homme qui a réussi à marier l'héritage africain et la modernité politique. Un pionnier reconnu en France et dans le monde entier. Premier Africain élu à l'Académie française. Et c'est justement le cœur de notre thème du jour. De la négritude au pouvoir. Le président Léopold Sédar Senghor entre innovation et impasse. Parce que oui, son histoire est fascinante, inspirante et pleine de leçons. Mais vous le verrez, le parcours politique de Léopold Sédar Senghor n'a pas été entièrement rouge. Derrière le poète visionnaire, il y a aussi le chef d'État avec ses innovations, mais aussi ses limites, ses tensions et certaines impasses qui ont marqué la construction du Sénégal indépendant. C'est ce contraste que nous allons explorer ensemble. Un homme de lumière, mais aussi un dirigeant confronté aux défis et contradictions du pouvoir. Nous allons maintenant parler de l'enfance et ses racines. De 1906 à 1928. On peut dire que Léopold Sédar Senghor, né le 9 octobre 1906 à Joal, petite ville côtière au sud de Dakar. Son père, Basile Diogoye Senghor, est un commerçant catholique et aristocrate sérère. Sa mère, Gnilane Ndiémé Bahoum, issue de l'ethnie sérère, avec des origines peules, lui donnera douceur et inspiration. Senghor appelle sa mère dans ses poèmes Gnilane la douce. Le prénom Sédar signifie qu'on ne peut humilier. Léopold lui vient d'un ami de son père, Léopold Engrand, riche commerçant moulard. Senghor passe ses premières années chez sa mère, puis rejoint son père. Il commence ses études à la mission catholique de Joal, où il apprend le catéchisme et les premiers rudiments du français. Ensuite, il fréquente les pères spiritains à Ngazobil, le collège séminaire François Liberman et le lycée Van Vollenhoven, aujourd'hui lycée Lamine Gueye. Il se passionne pour la littérature française, le latin et réussit brillamment son baccalauréat. Grâce à une demi-bourse, il quitte le Sénégal à 22 ans pour la France. C'est le début de ce qu'il appelle ses 16 années d'errance. Chers téléspectateurs, jusqu'ici, vous avez vu l'enfance et la formation de ce jeune génie. Mais la France l'attend et avec elle, l'aventure intellectuelle et politique qui va le transformer. Maintenant, nous allons nous intéresser aux études en France de 1928 à 1935. Arrivé à Paris en 1928, Senghor entre en classe préparatoire littéraire au lycée Louis-le-Grand. Il côtoie Paul Gaude, Henri Queffélec, Robert Verdier et Georges Pompidou. Ils racontent Aimé Césaire et ensemble. Ils passeront les bases du mouvement de la négritude. En 1931, il obtient sa licence et lettres à la Sorbonne. En 1935, après une première tentative, il réussit l'agrégation de grammaire, devenant le premier Africain à obtenir ce titre prestigieux. Il commence alors sa carrière d'enseignant au lycée Descartes à Tours. Parallèlement, il suit des cours de linguistique africaine et d'ethnologie, se préparant ainsi à devenir un intellectuel mondial. Mes chers téléspectateurs, il est maintenant professeur, mais le monde va bientôt le tester, car une guerre mondiale approche. La Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. Parce qu'en 1939, Senghor est enrôlé comme fantassin dans l'armée française. Il est fait prisonnier par les Allemands en juin 1940 et interné dans plusieurs camps. Les nazis voulaient exécuter les soldats noirs, mais grâce à leur cri « Vive la France, vive l'Afrique noire », ils échappent au massacre. Pendant ces 2 années de captivité, Senghor écrit ses premiers poèmes, préparant le terrain pour ses chants d'ombre. Libéré en 1942, pour raison de santé, il rejoint la résistance et reprend l'enseignement. Vous avez vu le courage et la créativité de Senghor pendant la guerre, mais maintenant, il entre dans la politique. En 1945, Senghor est élu député du Sénégal à l'Assemblée nationale française. C'est un moment historique. Les colonies obtiennent une représentation en France. En 1948, avec Mamadou Dia, il fonde le Bloc démocratique sénégalais BDS.
le parti remporte les élections législatives de 1951. Réélu, Léopold Sédar Senghor devient secrétaire d'État à la présidence du Conseil de 1955 à 1956, puis maire de Thiès et enfin ministre conseiller du gouvernement français de 1959 à 1961. Il participe également à l'élaboration de la constitution de la Ve République et à la création des structures africaines de coopération. Le Sénégal approche de l'indépendance. Senghor est prêt à devenir le président fondateur. Parce que le 5 septembre 1960, Senghor devient le premier président de la République du Sénégal. Sur le plan culturel, Senghor développe la négritude, promeut la théâtre, la danse, les arts et la littérature. En ce qui concerne la politique éducative, il crée des lycées et universités, forme des enseignants et incite sur le bilinguisme. Sur le plan économique, il modernise l'agriculture, les routes et l'administration. Il met en place des plans de développement à long terme. Sur le plan international, Léopold Sédar Senghor fonde ce qu'on appelle la francophonie, prône un humanisme universel où ouvre le Sénégal au monde. Il devient vice-président du Haut Conseil de la francophonie et participe à de grandes conférences internationales. Chers téléspectateurs, Senghor bâtit un pays moderne, mais les tensions et critiques apparaissent. En 1983, il est élu à l'Académie française, premier Africain à entrer au prestigieux cercle des immortels. Il meurt le 20 décembre 2001 à Versailles, en France, laissant derrière lui une œuvre politique et poétique immense. Mes chers téléspectateurs, Léopold Sédar Senghor n'était pas seulement un président. Il était un poète, un penseur et un bâtisseur. Un homme qui a fait rayonner le Sénégal dans le monde entier. Ce dernier avait posé des bases solides pour le Sénégal jeune, avec des réformes culturelles, éducatives et politiques qui ont marqué le pays. Mais comme tout dirigeant, ses actions avaient aussi leurs limites. Derrière les réussites se cachent des tensions et des conflits de pouvoir qu'il n'a pas pu toujours gérer. Sur le plan juridique, parlons de ce qui s'est vraiment passé. En 1960, le Sénégal avait mis en place une république parlementaire. Cela voulait dire qu'il y avait deux chefs à la tête de l'exécutif, Senghor, président de la République, et Mamadou Dia, président du Conseil. L'idée était de partager le pouvoir un peu comme deux capitaines sur un même navire. Mais voilà, partager le pouvoir, ça peut être compliqué. Le 17 décembre 1962, une grosse crise éclate. Certains députés influents de l'Union progressiste sénégalaise UPS, Abdoulaye Fofana, Magatte Lô, Doudou Thiam et d'autres veulent censurer le gouvernement de Mamadou Dia. En réponse, Dia, qui est aussi ministre de la Défense, envoie la gendarmerie pour empêcher les députés de se réunir à l'Assemblée nationale. 4 députés sont arrêtés. Théophile Hames, Magatte Lô, Abdoulaye Fofana et Moustapha Cissé. Mais attention, l'armée décide de soutenir Senghor. Dia est arrêté le 18 décembre, ainsi que ses ministres fidèles. Les députés qui soutenaient Dia perdent même leur immunité parlementaire. Quelques semaines plus tard, le 7 janvier 1963, l'Assemblée nationale demande officiellement que Dia soit jugé pour avoir prétendument préparé un coup d'État. Le procès se tient finalement le 9 mai 1963. Même si Dia a toujours dit qu'il n'avait jamais voulu faire un coup d'État, après tout, il détenait déjà beaucoup de pouvoir. Il est condamné à la prison à vie. Ses compagnons, eux, ont reçu des peines moins lourdes. Valdiodio Ndiaye, Ibrahima Sarr et Joseph Mbaye 20 ans et Alioune Tall 5 ans. Ils ne seront jamais libérés, ils ne seront libérés qu'en 1974 grâce à une grâce présidentielle. On peut dire donc que cette crise n'était pas seulement une histoire de rivalité entre deux hommes. Elle est née de la diarchie. Et quand on parle de diarchie, c'est-à-dire le fait que la constitution de 1960 avait mis deux têtes à la tête de l'exécutif, c'est-à-dire Senghor à la présidence et Dia au conseil. Chacun avait ses pouvoirs, mais ces pouvoirs se chevauchent parfois, ce qui a rendu le conflit presque inévitable. Cette période montre qu'un président capable de grandes réformes peut se retrouver face à des limites structurelles et politiques qui échappent à son contrôle. Sur le plan politique, il faut d'abord reconnaître que Senghor a poussé des bases solides pour le Sénégal. Il a su maintenir l'unité nationale, structurer l'administration et préserver certaines libertés fondamentales.
Mais derrière ces réussites, il y a il y avait aussi des limites car le président n'hésitait pas à utiliser des méthodes autoritaires pour contrôler la vie politique et neutraliser toute opposition. En pratique, Senghor a construit son hégémonie en combattant toutes les forces politiques susceptibles de se renforcer, qu'elles soient clandestines ou légales. Même les partis qui semblaient pacifiques pouvaient être surveillés, jugés ou dissous. C'est ce qui s'est passé avec le Parti africain de l'indépendance PAI, un parti marxiste-léniniste. Après sa dissolution en 1960, le PAI a poursuivi ses activités clandestines au Sénégal et à l'étranger. Mahmoud Diop devint secrétaire général, Babacar Niang et Seydou Sissoko ses adjoints. Le parti continue la propagande, distribue des tracts, publie le journal Mom Sereo indépendant et bénéficie de soutiens internationaux. Entre 1963 et 1964, des jeunes désœuvrés sont envoyés à l'université Patrice Lumumba en URSS ou formés aux techniques de guérilla à Cuba. Certains infiltrent le Sénégal oriental pour mener des actions en milieu rural. Mal préparés et inadaptés au contexte local, ces efforts échouent. Les fauteurs de troubles sont dénoncés, arrêtés et condamnés à des peines allant d'1 an à 30 mois par le tribunal spécial de Dakar le 19 mars 1966. Un autre groupe continue ses activités depuis le Mali, mais l'opposition clandestine est systématiquement traquée et neutralisée. Senghor utilise également une stratégie plus subtile contre les partis légaux. Il cooptait des dirigeants et créait des alliances partielles pour diviser l'opposition. Par exemple, le bloc des masses sénégalaises est constitué le 15 septembre 1961 avec Samba Diop comme président et Cheikh Anta Diop au secrétariat général. Certains membres rejoignent le Parti socialiste, affaiblissant le bloc. Face à ce morcellement, le ministre de l'Intérieur dissout les partis opposants pour éviter toute déstabilisation du gouvernement. En parallèle, les élections législatives de 1963 sont marquées par une violence politique intense. Les opposants forment des alliances sous la bannière de démocratie et unité sénégalaise DUS, mais refusent de concourir à la présidence. Des affrontements éclatent à Dakar, Thiès et Rufisque. Incendie, combat de rue et même l'assassinat d'un policier. L'armée est appelée, le bilan est lourd, de 11 morts et de nombreux blessés, y compris des enfants. Cette violence est aggravée par un mode de scrutin majoritaire en un seul tour qui favorise le parti au pouvoir et décourage l'opposition. Pourtant, malgré cette répression, le régime de Senghor reste ce que les spécialistes qualifient d'autoritarisme modéré. Christian Coulon note que le régime n'a jamais débouché sur un état policier ou inspiré par la violence. De même, Maître Abdoulaye Wade affirme en 1969 que le président n'avait pas le tempérament d'un dictateur et a respecté la magistrature et les libertés fondamentales. Après la répression, Senghor utilise la cooptation pour intégrer certains dirigeants de l'opposition au sein de l'UPS. Des négociations secrètes avec le PRA aboutissent à un accord en juin 1966. L'unification à l'UPS, la participation de membres du PRA au bureau politique, au Conseil national et au gouvernement. Cette manœuvre permet à Senghor de renforcer son parti, d'augmenter le nombre d'adhérents et de stabiliser sa position politique. Le contrôle politique s'étend aussi aux syndicats, intégrés au régime par l'idéologie de la participation responsable. Celle-ci leur donne des postes au gouvernement et des sièges à l'Assemblée nationale, mais neutralise le rôle de contre-pouvoir. Senghor justifie cette politique en affirmant que cela a permis de limiter les grèves et d'assurer la paix sociale, essentielle pour affronter des crises comme les sécheresses récurrentes. Malgré tout, le régime n'est pas épargné les mouvements sociaux de 1968-1969, combinés à la persistance de l'opposition clandestine, ébranlent le pouvoir. Senghor doit alors adapter ses réformes politiques, conciliant autorité, alliance et ouverture partielle, pour maintenir son hégémonie tout en préservant un certain équilibre dans le pays. À cela s'ajoute l'instauration du parti unique par Senghor en 1966. Parce qu'après l'indépendance du Sénégal en 1960, Léopold Sédar Senghor cherchait à installer un système politique stable. Il pense que la multiplicité des partis peut créer des conflits et ralentir la construction nationale. C'est dans ce contexte
qu'en 1966, il transforme son parti, l'Union progressiste sénégalaise UPS, en parti unique. Cette décision signifie que ce parti est autorisé à exister légalement. Les autres partis sont soit dissous, soit interdits. Senghor justifie ce choix en disant que le pays doit d'abord renforcer l'unité et éviter les divisions internes. Cependant, ce système limite fortement la participation politique et réduit les libertés de l'opposition. Il installe un pouvoir très centralisé autour du président et de son parti. Ainsi, le parti unique de 1966 marque une étape importante dans la construction de l'hégémonie politique de Senghor. Regardons ce qui s'est passé à Dakar en mai 1968. À cette époque, le Sénégal est un jeune pays. Il est indépendant depuis moins de 10 ans. Le président est Léopold Sédar Senghor. Son parti, l'Union progressiste sénégalaise, contrôle presque tout. On peut dire que c'est un parti très puissant, parce que les autres partis ont été interdits ou intégrés. Donc il n'y a pas beaucoup d'opposition politique. En plus, le pays a des problèmes économiques. Le prix de l'arachide, le produit que beaucoup de paysans cultivent chute. Les paysans souffrent, le chômage augmente. Même les jeunes diplômés ont du mal à trouver du travail, pour beaucoup. Le diplôme semble le seul moyen de réussir dans la vie, mais avoir un diplôme ne garantit plus un bon emploi. L'université de Dakar est encore très liée à la France, parce que beaucoup de professeurs sont français et payés par la France. Donc les décisions importantes sont souvent prises en coopération avec la France. C'était en 1968. Donc en 1968, les étudiants sénégalais ne sont que 32% à l'université. Les autres viennent d'Afrique francophone ou d'Europe. Il y a 23 nationalités au total. Donc les étudiants vivent bien, surtout ceux qui ont une bourse. Mais en 1967, les autorités décident de réduire ces bourses. Certains ne toucheront qu'une partie de leur argent. Cette décision va provoquer beaucoup de colère. Les syndicats étudiants commencent à réagir. L'Union des étudiants du Sénégal, UDES, organise des actions et distribue des tracts. Elle demande que le train de vie du gouvernement diminue et que les bourses soient maintenues. Les syndicats de travailleurs s'associent aux étudiants. La revendication dépasse alors le simple problème des bourses. Elle devient politique. Le 29 mai 1968, tout éclate. Les étudiants et la police s'affrontent. Il y a des blessures et même un mort. Selon le gouvernement, il y a un mort et 69 blessés. Selon les syndicalistes, il y a 4 morts et 392 blessés. Plus de 300 étudiants sénégalais sont emprisonnés et environ 1000 étudiants étrangers expulsés. Ce mouvement fait partie d'un phénomène mondial. En 1968, partout dans le monde, les jeunes manifestent. Ils réclament plus de justice, plus de liberté et protestent contre les pouvoirs en place. À cela s'ajoute l'instauration du parti unique par Senghor en 1966. Parce qu'après l'indépendance, je me dis que cela est déjà expliqué même. Mais il faut qu'on essaie également d'unifier à ce qui s'est passé en 1976. Parce qu'une loi est votée en 1976 pour limiter le nombre de partis à 3. Chaque parti devait représenter un courant idéologique. Le libéral et démocratique pour le PDS de Wade, le socialiste et démocratique UPS de Senghor, le marxiste-léniniste PAI de Mahmoud Diop. Voilà, Wade voulait un travaillisme, mais il a dû accepter le libéralisme pour ne pas se faire dissoudre. Et le travaillisme de Wade privilégie le travail comme moteur du développement. Il voulait que le Sénégal se base sur le travail et non sur l'argent emprunté. Mais la loi l'a obligé à porter une autre éthique. Donc cette politique vise tout simplement à essayer de restreindre ce qu'on appelle les lois ou même ce qu'on appelle l'espace politique sénégalais, qui est l'une des limites que Léopold Sédar Senghor avait mises en place. Donc, bien que Senghor ait posé des bases importantes pour l'État moderne sénégalais, son régime a été constamment marqué par des crises. La crise politique de 1962, opposant Senghor à Mamadou Dia, a exposé les tensions au sommet de l'État. Puis les événements de mai 1968 ont révélé le profond malaise social et universitaire. Les contestations syndicales entre 1968 et 1971, ainsi que la crise économique de 1972-1973 ont encore fragilisé le pouvoir. Par ailleurs, les dissensions internes de l'UPS en 1963-1964, l'ouverture politique contrôlée entre 1974 et 1970 et les premiers signes de la crise casamassaise de 1972 montrent que malgré ces bonnes actions,
Le mandat de Léopold Sédar Senghor a été traversé par des conflits persistants. Nous arrivons au terme de notre chronique. Il est vrai que Senghor reste le symbole de la coopération avec la France, de la négritude et de la culture africaine, de l'humanisme universel, ainsi que d'un leadership éclairé et souvent présenté comme démocratique. Mais toutes ces démarches n'étaient pas absolues. Il existait aussi des tensions et des conflits qui ont marqué sa politique. Comme le disait Cheikh Anta Diop, les intellectuels doivent étudier le passé, non pour s'y complaire, mais pour y puiser des leçons ou s'en écarter en connaissance des causes, si cela est nécessaire. Seule une véritable connaissance du passé peut entretenir dans la conscience le sentiment d'une continuité historique indispensable à la consolidation d'un État multinational. Autrement dit, les intellectuels ne doivent pas regarder le passé avec nostalgie. Ils doivent l'étudier pour comprendre les réussites et les erreurs. Le passé sert à apprendre, pas à y rester bloqué. Quand on connaît bien l'histoire, on peut choisir ce qu'il faut garder et ce qu'il faut abandonner. Cette connaissance crée un sentiment de continuité. On sait d'où l'on vient, on comprend où l'on va. Pour un État composé de plusieurs peuples, un État multinational, ce sentiment est essentiel. Il aide à renforcer l'unité, à éviter les divisions et à consolider la nation. C'est là toute l'importance de notre chronique d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette analyse. Abonnez-vous à Kadior Media car les jours qui viennent, nous explorons une nouvelle grande figure sénégalaise. Je vous remercie. Kadior Media, la chaîne du Kadior.